Il y a une chose que tu fais probablement tous les jours, quelque chose de tout à fait ordinaire, quelque chose qui te semble même sensé et raisonnable. Et pourtant, sans que tu t'en rendes vraiment compte, cette chose nourrit ton anxiété. Elle l'entretient. Elle lui donne exactement le carburant dont elle a besoin pour rester vivante dans ta vie. Et le plus difficile, c'est que personne ne t'a dit que c'était une erreur. Parce que de l'extérieur, ça ressemble à de la sagesse. Ça ressemble à de la prudence. Ça ressemble même, parfois, à de la responsabilité. Si ces premiers mots t'ont touché, si tu te demandes déjà de quoi je parle, écris simplement le mot « présent » dans les commentaires. Ce geste dit que tu es là, que tu es prêt à regarder quelque chose d'important en toi, et ça mérite d'être reconnu. Avant de te nommer cette erreur, je voudrais que tu te souviennes d'un moment précis. Un moment où tu avais quelque chose à faire, une conversation difficile à avoir, une décision à prendre, une situation inconfortable à affronter, et tu t'es dit que tu n'étais pas prêt, que ce n'était pas le bon moment, que tu le ferais demain, ou la semaine prochaine, ou quand tu te sentirais mieux. Tu as évité. Et dans les heures ou les jours qui ont suivi, l'anxiété autour de cette chose n'a pas diminué. Elle a grossi. Ce que je viens de décrire, c'est l'évitement. Et l'évitement est, de loin, l'erreur la plus commune et la plus silencieuse qui alimente l'anxiété. Ce n'est pas une erreur de faiblesse, ce n'est pas une erreur de paresse, c'est une erreur de logique, une erreur que ton cerveau commet de bonne foi en croyant vraiment te protéger, alors qu'en réalité il fait exactement le contraire. Pour comprendre pourquoi l'évitement est si piégeux, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'anxiété dans le cerveau. Quand tu perçois une situation comme menaçante, ton système nerveux envoie une alarme. Cette alarme produit une sensation désagréable, la tension, l'accélération du cœur, la pensée qui tourne. Et ton cerveau, qui veut que tu ailles mieux, enregistre que quand tu t'éloignes de la situation menaçante, la sensation diminue. Il enregistre que l'évitement fonctionne, que fuir soulage. Et il a raison, à très court terme. Quand tu évites quelque chose qui t'angoisse, tu ressens un soulagement immédiat et réel. Ce soulagement est la récompense que ton cerveau reçoit. Et comme tout système qui apprend par les récompenses, il va recommander la même stratégie la prochaine fois. Évite, recule, remets à plus tard. Ça marche. Sauf que ce soulagement a un coût caché. Un coût qui ne se voit pas dans l'instant, mais qui s'accumule avec le temps. Chaque fois que tu évites une situation anxiogène, ton cerveau reçoit un message. Et ce message dit « Cette situation était effectivement dangereuse. Sinon, pourquoi aurais-tu fui ?» L'évitement confirme la menace. Il dit à ton système nerveux que tu avais raison d'avoir peur, et la prochaine fois que tu rencontres cette situation ou une situation similaire, l'alarme sonne plus fort, parce que la menace a été confirmée. C'est ce que les spécialistes de la thérapie comportementale appellent le renforcement négatif. Tu enlèves quelque chose de désagréable en fuyant, ce qui renforce le comportement de fuite. Et peu à peu, le cercle de ce que tu peux faire sans anxiété rétrécit, les situations que tu évites deviennent de plus en plus nombreuses. Et l'anxiété, elle, devient de plus en plus grande, de plus en plus présente, de plus en plus difficile à contourner. Je pense à une image. Imagine une petite flamme dans une pièce. Si tu l'ignores et que tu fermes la porte, tu ne la vois plus, tu te sens mieux. Mais la flamme, elle, continue à brûler. Elle se nourrit de ce qui est autour d'elle. Et quand tu ouvres à nouveau la porte, le feu est plus grand qu'avant. L'évitement fonctionne ainsi. Il ferme la porte, mais il ne souffle pas la flamme. Ce que je viens de décrire n'est peut être pas nouveau pour toi dans les grandes lignes. Tu sais sans doute, quelque part, que fuir n'est pas une solution durable. Mais je veux aller plus loin. Je veux te parler de toutes les formes d'évitement que nous ne reconnaissons pas comme telles. Parce que l'évitement ne ressemble pas toujours à une fuite évidente. Il se déguise. Il prend des visages que nous confondons avec de la prudence, de la sagesse ou même de la santé mentale. Il y a d'abord l'évitement cognitif. C'est quand tu évites non pas une situation physique, mais une pensée.
Quand une idée inconfortable traverse ton esprit et que tu te dépêches de la remplacer par autre chose. Quand tu regardes ton téléphone, dès que le silence menace de te laisser face à toi-même. Quand tu te noies dans le travail, dans les séries, dans la musique, non pas pour te reposer, mais pour ne pas penser. Ce type d'évitement est particulièrement insidieux, parce qu'il est devenu extrêmement facile dans notre monde connecté. Nous avons toujours quelque chose à mettre entre nous et l'inconfort. Il y a ensuite l'évitement comportemental subtil. Ce n'est plus complètement fuir, mais c'est faire quelque chose d'une façon qui réduit le contact avec ce qui angoisse. Aller à la soirée, mais rester dans un coin. Envoyer un message au lieu d'appeler. Arriver en retard pour passer moins de temps dans l'inconfort. Accepter une invitation, mais trouver une raison d'annuler au dernier moment. Ces comportements semblent anodins pris séparément. Mais ensemble, ils construisent progressivement un mode de vie organisé autour de l'évitement. Et il y a l'évitement émotionnel. C'est être le plus profond et le plus difficile à reconnaître. C'est éviter de ressentir certaines choses. Ne pas se permettre d'être triste. Se couper de la colère parce qu'on a appris que la colère était dangereuse. Refuser de laisser monter la peur parce qu'on a été élevé avec l'idée que la peur était une faiblesse. On évite les émotions par des stratégies aussi variées que le sarcasme, l'humour défensif, l'hyperactivité, ou encore cette tendance à intellectualiser tout ce qu'on ressent, à l'analyser jusqu'à ne plus le sentir. Je voudrais m'arrêter ici, au milieu de ce chemin, parce que ce que nous sommes en train d'explorer ensemble est quelque chose de profond, et je veux te demander quelque chose d'honnête. Est-ce que tu reconnais l'une de ces formes d'évitement dans ta vie? Est-ce qu'il y a une situation, une conversation, une émotion que tu contournes depuis longtemps sans vraiment te l'avouer? Si tu veux, partage-le dans les commentaires, pas forcément dans les détails, juste le sentiment général. Ces mots que tu poses publiquement ont une façon particulière de rendre les choses un peu plus réelles, un peu moins enfermées dans le silence. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si l'évitement est si naturel, si profondément ancré dans notre façon de fonctionner, comment s'en défaire? Je veux te donner une réponse honnête, pas une réponse simple. Parce que la réponse honnête est celle-ci. On ne s'en défait pas en se forçant brutalement à affronter tout ce qu'on fuyait. On s'en défait progressivement, avec douceur, avec intelligence et avec une profonde compassion envers soi-même. La première chose, c'est de nommer l'évitement quand il se produit. Pas pour se juger, juste pour voir. Tu peux te dire intérieurement simplement, là, en ce moment, je suis en train d'éviter quelque chose. Cette observation, sans condamnation, est déjà une forme de liberté. Elle crée un espace entre toi et le comportement automatique. Elle rappelle que tu as le choix, même si ce choix semble difficile. La deuxième chose, c'est de comprendre ce que tu évites vraiment. Parce que souvent, on croit éviter une situation, mais on évite en réalité une émotion. On n'évite pas la réunion au travail, on évite le sentiment d'être jugé. On n'évite pas la conversation avec un proche, on évite la peur que cette conversation révèle quelque chose qu'on n'est pas prêt à entendre. Identifier l'émotion sous-jacente, c'est toucher quelque chose de plus vrai que la surface. La troisième chose, c'est d'avancer vers ce qu'on évite, mais pas en une seule fois. La thérapie d'exposition, qui est l'une des approches les plus solides pour travailler sur l'anxiété, repose sur un principe simple, le contact progressif avec ce qu'on craint. Non pas un contact brutal, qui peut être traumatisant, mais un contact graduel, répété, dans un cadre sécurisant. Chaque fois que tu fais face à quelque chose que tu aurais évité, même à une toute petite échelle, tu envoies un message différent à ton cerveau. Tu lui dis « J'ai survécu à ça. Ce n'était pas aussi dangereux que tu le croyais. » Et avec le temps, cette accumulation de petites preuves change quelque chose de profond dans la façon dont ton système nerveux évalue le monde. L'alarme commence à sonner moins fort, pas parce que le monde est devenu plus sûr, mais parce que tu t'es prouvé, encore et encore, que tu es capable de traverser l'inconfort. Je veux finir par quelque chose qui me tient à cœur. Quelque chose que j'ai appris au fil des années, dans ma pratique et dans ma propre vie intérieure. L'évitement, dans sa forme la plus profonde,
n'est pas une stratégie pour ne pas souffrir, c'est une stratégie pour ne pas vivre pleinement. Chaque chose qu'on évite est une expérience qu'on se refuse, une rencontre qu'on ne fait pas, une émotion qu'on ne traverse pas, une part de soi-même qu'on ne découvre pas. La vie que l'anxiété construit autour de l'évitement est une vie qui rétrécit lentement, et ce rétrécissement est silencieux, presque imperceptible au quotidien. Jusqu'au jour où l'on regarde en arrière et où l'on réalise combien de choses on a laissé passer, combien de moments on a manqué, combien de soi-même on a mis de côté pour se protéger d'un danger qui souvent n'était pas si grand qu'il paraissait. Ce que je te propose, c'est autre chose. Ce n'est pas une vie sans peur, ce n'est pas une vie sans inconfort. C'est une vie dans laquelle tu choisis parfois d'avancer malgré la peur. Pas parce que la peur a disparu, mais parce que tu as décidé que ce vers quoi tu te diriges vaut plus que le soulagement de fuir. Si quelque chose dans ce que nous avons partagé aujourd'hui a résonné en toi, si une phrase t'a arrêté, si une idée t'a donné envie de regarder quelque chose différemment dans ta propre vie, prends un moment pour l'écrire dans les commentaires. Ces espaces d'échange sont précieux. Ils transforment quelque chose de privé en quelque chose de partagé. Et dans ce partage, quelque chose se libère un peu. Et si tu veux continuer à explorer ces questions ensemble, à ce rythme-là, avec cette même profondeur et cette même honnêteté, abonne-toi à cette chaîne. Chaque semaine, nous prenons le temps de regarder ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Parce que cette vie intérieure mérite toute notre attention. Elle est le sol de tout le reste. Je suis là, et je continue à marcher avec toi.